Bienvenue sur la chaîne YouTube, où vous trouverez des histoires pour mieux dormir. Installez-vous confortablement, ajustez votre oreiller, relâchez vos épaules. Si vous aimez ce type d'histoires calmes et immersives, pensez à vous abonner maintenant. Comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines nuits. Vous pouvez aussi laisser un like, ça aide énormément la chaîne à grandir. Et pour créer une petite présence tranquille entre nous, dites-moi en commentaire l'heure à laquelle vous écoutez et d'où vous venez, votre ville ou votre pays. Maintenant, baissez un peu la luminosité, mettez le volume à un niveau doux et laissez la nuit commencer. La pluie tombait fine, régulière, comme si Bordeaux avait décidé d'effacer ses bruits. Dans les chartrons, les rues sentaient le bois mouillé et le vin renversé. Les façades des anciens négociants dormaient derrière leurs volets. Mais au fond des cours, certains hommes ne dormaient jamais. Ils attendaient, ils calculaient, ils déplaçaient des choses que personne ne devait voir. Maëlys Lenoir, consultante pour la mairie sur un projet de patrimoine, n'aurait jamais dû être là. Elle n'était pas policière, pas détective, juste quelqu'un qui sait lire les détails comme d'autres lisent les visages. Elle traversait la place du marché des Chartrons, manteau fermé, capuche rabattue, quand son téléphone vibra. Un message. Pas de numéro affiché. Venez seul, 23h10, quai des Chartrons. J'ai la preuve. V. Maëlys s'arrêta sous un réverbère qui clignotait. Le V, ça pouvait être Victor. Victor Delmas, comptable du château Brémond, un domaine prestigieux à 20 minutes de la ville. Depuis plusieurs semaines, Victor lui envoyait des questions étranges sur des archives, des factures, des donations d'œuvres, des choses qui n'avaient rien à voir avec le vin. Elle hésita, puis la curiosité, ou quelque chose de plus grave, la poussa. À 23h08, elle arriva au quai. Le fleuve était noir, lourd. Une péniche glissait au loin, silencieuse. Victor l'attendait près d'une barrière, sous un arbre qui goûtait. Il avait le visage fatigué d'un homme qui n'a plus de sommeil, plus de plan B. « Merci d'être venu », dit-il trop vite. Maëlys remarqua d'abord ses mains, une main tremblante, l'autre crispée sur une enveloppe brune. « Qu'est-ce qui se passe, Victor ?» Il regarda autour, comme s'il s'attendait à voir surgir quelqu'un entre deux voitures. « J'ai fait une erreur. Je pensais que je pouvais arranger ça, que c'était juste des chiffres, mais ce n'est pas des chiffres, c'est un passage, un trafic. »« De quoi ?» demanda Maëlys la voix basse. Victor lui tendit l'enveloppe. « Prenez, gardez-la. Si je tombe, vous saurez quoi faire. » Maëlys prit l'enveloppe. Elle sentit le papier épais. À l'intérieur, quelque chose de rigide, comme une clé ou une carte. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. Victor eut un rire sans joie. « Parce que vous êtes extérieur, parce que vous ne leur devez rien, et parce que je n'ai plus confiance en personne du château. » Maëlys voulut l'ouvrir, mais Victor posa sa main sur la sienne. « Pas ici, pas maintenant, il regarde. » Et à cet instant, Maëlys sentit un changement dans l'air, presque imperceptible. Un bruit de pas, amorti par la pluie. Quelqu'un s'approchait sans presser, quelqu'un de sûr de lui. Victor recula d'un pas. « Il ne fallait pas, » murmura-t-il. Une silhouette apparut à 3 mètres. Un homme en manteau sombre, col relevé, visage à moitié caché. Il ne courait pas. Il avançait comme si le quai lui appartenait. « Victor, » dit-il calmement, « tu fais encore des erreurs. » Maëlys ne vit pas son visage, mais elle entendit le ton, posé, contrôlé, presque éducatif. Victor leva les mains, nerveux. « Je voulais juste sortir de là. » « On ne sort pas de là, » répondit l'homme. «
On traverse, on obéit, ou on tombe. Maëlys recula, instinctivement. La silhouette tourna légèrement la tête vers elle. « Qui est-elle » Victor répondit trop vite. « Personne. » Elle passait. L'homme fit un pas de plus. Maëlys sentit son cœur s'accélérer. Puis tout alla très vite. Un éclair métallique, un choc sourd. Victor porta la main à sa gorge. Un filet sombre coula entre ses doigts, plus noir que la pluie. Maëlys resta figée, incapable de comprendre comment un geste peut faire disparaître une vie en une seconde. Victor tomba à genoux. Ses yeux cherchèrent Maëlys. Il voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Sa bouche s'ouvrit sur un souffle muet. Puis il s'effondra sur le pavé mouillé. La silhouette recula sans panique, comme si elle venait de ranger un outil. Maëlys sentit ses jambes se dérober. Elle ne cria pas. Le choc lui volait sa voix. L'homme s'approcha d'elle. Maintenant, elle voyait ses yeux. Froids, clairs, sans colère. « Vous n'avez rien vu ?» dit-il. « Vous allez rentrer chez vous et vous allez oublier ?» Maëlys serra l'enveloppe contre elle. « Qui êtes-vous » Il inclina légèrement la tête, comme amusé par la question. « Quelqu'un qui travaille pour que les choses restent à leur place. » Il regarda l'enveloppe, puis Maëlys. Son sourire fut minuscule. « Donnez-moi ça. » Maëlys ne bougea pas. Un bruit de sirène, au loin, brisa la scène. Quelqu'un avait appelé. Ou la ville avait décidé de se réveiller. L'homme recula, agacé. « Très bien, gardez-la, ça fera un beau problème. » Et il disparut dans l'ombre, avalé par la pluie et les arbres du quai. Maëlys resta seule avec Victor mort à ses pieds. Son manteau était trempé, ses mains aussi. Mais ce n'était pas la pluie qui la faisait frissonner, c'était la certitude que tout venait de changer. Quelques minutes plus tard, les gyrophares bleus se reflétèrent dans les flaques. La police arriva, des gendarmes, puis un homme plus massif, le regard dur, qui descendit d'une voiture banalisée. Commandant Nicolas Roux, PJ de Bordeaux. Il s'accroupit près du corps, observa la gorge, la position. Puis il leva les yeux vers Maëlys. « Vous êtes la personne qui a appelé ?» Maëlys ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Elle hocha la tête, lentement. Roux se releva, prit une respiration. « D'accord. On va reprendre doucement. Votre nom ?» Maëlys, le noir. « Qu'est-ce que vous faisiez ici ?» Maëlys hésita. Dire la vérité, c'était se mettre au centre. Mentir, c'était perdre la seule chance de comprendre. « Il m'a donné rendez-vous, » dit-elle. « Victor Delmas. Il disait qu'il avait une preuve. » Roux la fixa. « Une preuve de quoi ?» Maëlys serra l'enveloppe. Elle regarda le fleuve, le quai, les ombres. « Je ne sais pas encore, » murmura-t-elle. « Mais quelqu'un l'a tuée pour qu'on ne la voie pas. » Roux suivit son regard. Il remarqua l'enveloppe. « C'est quoi ça ?» Maëlys inspira, puis l'attendit, sans l'ouvrir. « Il voulait que je garde ça. En cas de chute. » Roux prit l'enveloppe avec des gants, la retourna, et vit une chose qui lui fit lever un sourcil. Un symbole estampillé au tampon, discret, presque invisible. Un cercle incomplet, traversé d'une ligne. « Ça, dit-il, c'est pas un hasard. » Un gendarme arriva avec un sac de preuves. « Commandant, on a trouvé ça, dit-il. » Il tendit une petite carte en plastique, tombée près du corps. Une carte d'accès. Sur le coin, un logo. Port de Bordeaux, zone transit. Roux serra la mâchoire. Un meurtre au quai, avec une carte du port, et un rendez-vous qui parle de preuves. Il se tourna vers Maëlys. « Vous allez venir avec nous. Vous n'êtes pas suspecte, pas encore. Mais vous êtes au milieu, et je n'aime pas les milieux. » Maëlys sentit un vertige. Elle n'avait pas demandé à être au milieu, mais Victor l'y avait placée en mourant. Au commissariat,
L'odeur était celle des néons et du papier. Maëlys fut installée dans une salle d'audition. Roux entra avec un autre homme plus jeune, lunettes, ordinateur sous le bras. « Thibaut Karadec, dit Roux. Analyse. Il lit les détails mieux que moi. » Thibaut salua, rapide. Il posa l'enveloppe sur la table. « Vous l'avez ouverte ?» Maëlys secoua la tête. « Victor m'a dit de ne pas l'ouvrir ici. » Roux s'assit. « Victor est mort. Donc maintenant, on fait autrement. » Il coupa l'enveloppe. À l'intérieur, une petite clé métallique et une feuille pliée en 4. Une seule phrase, écrite à la main. « Si vous lisez ceci, allez au château Brémond. Cherchez la cave nord. Ne faites confiance à personne. VD. » Thibault prit la clé. Il la tourna entre ses doigts. « Une clé de cave ?» Roux se redressa. « Le château Brémond. Ça appartient à Henri de Brémond. Un grand nom. Vin, patrimoine, mécénat. Les journaux adorent. » Maëlys sentit son ventre se nouer. « Pourquoi un comptable du château aurait une carte du port ?» demanda-t-elle. Roux répondit sans quitter le papier des yeux. « Bonne question. » Et la réponse ne va pas sentir la vigne. Il se leva. « On y va. Maintenant, avant que la preuve s'évapore. » Le château Brémond se dressait sur une colline, entouré de vignes encore humides. À l'aube, la brume faisait du domaine une île. Les fenêtres étaient sombres, sauf une, au rez-de-chaussée, où une lumière jaune tremblait. Ils furent accueillis par Armand Vérac, conseiller du domaine. Costume impeccable, sourire discret, voix douce. « Commandant Roux, quelle surprise! Que puis-je pour vous ?» Roux montra son badge. « On enquête sur la mort de Victor Delmas. Il travaillait ici. » Vérac eut une expression triste parfaitement maîtrisée. « Victor, mon Dieu, c'est terrible. Il était consciencieux. » Maëlys observa Vérac. Son sourire ne touchait pas ses yeux. Henri de Brémond apparut, grand, cheveux gris, regard froid. Il ne semblait pas choqué, plutôt contrarié. « Vous débarquez au lever du jour, dit-il. J'imagine que ce n'est pas pour déguster. » Roux répondit. « Victor Delmas est mort cette nuit. Il avait sur lui une carte du port. Et il a laissé une instruction. Henri ne scia pas. Une carte du port ? Pourquoi pas ? Le vin voyage, les papiers aussi. » Maëlys sentit que cet homme savait déjà une partie de l'histoire. Roux demanda à visiter le bureau de Victor. Vérac l'accompagna. Tout était rangé, trop rangé. Les dossiers alignés. Aucun désordre d'un homme en panique. Thibault chuchota à Maëlys. « Quelqu'un a nettoyé. » Maëlys hocha la tête. Dans un couloir, ils croisèrent la gouvernante, Inès Montalban. Femme discrète, regard inquiet, main toujours occupée. Elle regarda Maëlys comme si elle voulait lui dire quelque chose, mais n'osait pas. Roux montra la clé. « Ça vous dit quelque chose ?» Inès pâlit. « C'est une clé de la cave nord. Mais elle n'est pas censée quitter le trousseau du domaine. » Henri intervint, sec. « Cette cave est privée. Rien à voir avec un meurtre. » Roux répondit. « Justement. Les choses privées sont souvent celles qui tuent. » Ils descendirent vers les caves. L'air y était frais, humide. Des rangées de barriques, des odeurs de bois et de vin. La cave nord était à part, derrière une porte métallique. Maëlys inséra la clé. Elle tourna sans résistance. La porte s'ouvrit sur une pièce plus petite, plus froide, une lumière faible. Et au centre, une caisse en bois, trop grande pour du vin. Sur la caisse, un marquage en lettres noires. Q7, 17B. Thibault prit une photo. « C'est un code de transit, murmura-t-il. Pas un code de chai. » Roux s'approcha. Il posa la main sur le bois. La poussière y était différente. Une poussière dorée, fine, comme du sable lumineux.
Feuille d'or, dit Maëlys, presque malgré elle, comme sur les cadres. Henri de Brémond resta immobile derrière eux. Vérac, lui, soupira. Vous pensez à un trafic d'œuvres ? Roux se retourna. Je pense à un comptable mort, à une carte du port et à une caisse qui n'a rien à faire dans une cave. Maëlys s'avança vers un coin de la pièce. Elle remarqua un détail, une trappe au sol, à moitié dissimulée sous une vieille bâche. Elle tira la bâche. La trappe était récente, posée sur un sol ancien. Roux la regarda. Ouvrez. Thibault fit levier. La trappe céda. Une odeur sèche monta. L'odeur du papier, du métal, de l'air confiné. Sous la trappe, un petit coffre. Fermé. Maëlys regarda le symbole sur la feuille d'instruction. Le cercle incomplet, traversé d'une ligne. Le même symbole était gravé sur le coffre. Elle sentit une pression au creux de l'estomac, comme si l'objet la regardait. Roux murmura. C'est là que Victor cachait sa preuve. Il posa la main sur le coffre, prêt à l'ouvrir. Et, dans l'escalier derrière eux, un bruit retentit. Un pas rapide, une chute, un cri bref. Ils se retournèrent. Inès venait de dévaler 2 marches et de s'effondrer sur le sol de pierre. Sa tête avait heurté le mur. Son sang s'étalait lentement. Henri murmura sans bouger. « Qu'est-ce que... » Maëlys courut vers Inès. Elle vit ses yeux ouverts, fixes. Elle comprit tout de suite. Ce n'était pas un accident. Roux se redressa, regard dur. 2 morts en une nuit, dans votre maison. Vérac s'accroupit, regardant le corps comme un problème. C'est impossible. Maëlys, à genoux, remarqua un détail au cou d'Inès. Une petite marque rouge, fine, régulière. Pas une chute, une pression. Elle leva les yeux vers Roux. On l'a étranglée, avant de la pousser. Le silence des caves devint lourd. Le château, au-dessus, respirait comme un animal ancien. Roux posa sa main sur son arme, sans la sortir. « À partir de maintenant, dit-il, personne ne sort, personne ne bouge. Et ce coffre, on va l'ouvrir. » La pluie recommença à tomber dehors, douce, régulière, comme si Bordeaux voulait encore effacer les traces. Roux ne laissa pas le silence s'installer. Dans une affaire comme celle-ci, le silence n'est jamais neutre. Il sert toujours quelqu'un. « Personne ne sort, » répéta-t-il, « et j'ai besoin de savoir tout de suite qui a touché à cette cave dans les dernières 24 heures. » Henri de Brémond resta figé quelques secondes, comme si l'ordre lui paraissait absurde dans sa propre maison. Puis il se ressaisit, d'un mouvement lent, froid. « Commandant, vous êtes chez moi. » Roux le fixa. « Et 2 personnes viennent de mourir chez vous. Alors, pour l'instant, c'est aussi chez moi. » Vérac posa une main apaisante sur le bras d'Henri, un geste discret, presque affectueux. Mais Maëlys sentit que ce geste n'était pas là pour calmer. Il était là pour contrôler. Thibault, lui, avait déjà enfilé des gants et s'était approché du coffre sous la trappe. Le symbole gravé, le cercle incomplet, traversé d'une ligne, le fascinait comme une signature. « On a un cadenas intérieur, » murmura-t-il. « Ce n'est pas une simple boîte. » Maëlys resta près du corps d'Inès. Elle avait appris dans des dossiers de patrimoine que certains lieux ont une atmosphère. Ici, dans cette cave, l'air était plus dense, comme si l'odeur du vin portait autre chose, une peur ancienne, entretenue. « Il faut appeler les secours, » dit-elle. Roux hocha la tête, mais son regard restait sur la trappe. Ils arrivent, mais la scène, on la gèle. Personne n'approche le corps sans gants. On prend des photos. Thibault, ouvre ce coffre si tu peux. Thibault glissa une petite lampe dans l'interstice, observa les mécanismes. J'ai besoin d'un tournevis fin. Vérac se redressa aussitôt. Je vais vous en apporter un.
Roux répondit sèchement. « Non, vous restez ici. » Vérac s'immobilisa, surpris, puis il sourit légèrement. « Comme vous voulez. » Henri, lui, regardait Inès sans émotion visible. Maëlys nota ce détail. Un homme qui a vraiment peur ne reste pas figé. Il bouge, il parle trop, il s'agite. Henri semblait contrarié, mais pas surpris. Une porte claqua au-dessus. Un pas précipité sur l'escalier. Roux se retourna immédiatement, arme à demi dégainée. Le maître de chais, Lucien Perrault, apparut en bas des marches. Veste sombre, yeux cernés, odeur de cave sur lui. Il s'arrêta en voyant le corps d'Inès, puis porta une main à sa bouche. « Mon Dieu, qu'est-ce que... » Roux s'approcha. « Où étiez-vous cette nuit, Lucien ?» Lucien balbutia. « Ici, je dors parfois au domaine quand il y a des transferts de barriques. J'étais dans le chai principal. » Maëlys observa son regard. Il fixait la caisse Q7 plus que le corps d'Inès. « Vous savez ce que c'est ?» demanda-t-elle en désignant le marquage. Lucien secoua la tête trop vite. « Non, Non. » Thibault revint avec un tournevis qu'il avait trouvé dans une caisse à outils près des fûts. Personne n'avait dû sortir, donc quelqu'un l'avait déjà rangé ici. Un détail, un outil déjà prévu. Il se pencha, força doucement, et un déclic retentit. Le coffre s'ouvrit. À l'intérieur, pas d'or, pas de bijoux. Juste un petit étui noir, en mousse, contenant une clé USB et une feuille pliée. La feuille portait la même écriture que l'instruction trouvée dans l'enveloppe. « Si vous êtes ici, ils ont déjà commencé à effacer. Ne regardez pas le château. Regardez le port. Q7 n'est pas un code de vin. 17B est un lieu. Et celui qui sourit le plus ment le mieux. VD. » Roux prit la clé USB. Son visage se durcit. « On l'emmène. Maintenant. » Vérac pencha légèrement la tête. Une clé USB, dans une cave. Victor avait donc des secrets. Maëlys sentit la phrase comme un appât. Vérac voulait normaliser, minimiser, faire passer la preuve pour une obsession d'un comptable paranoïaque. Roux remonta les marches d'un pas ferme. Au-dessus, le château semblait trop calme. Les employés étaient rassemblés dans le hall, chuchotant. Une atmosphère de cérémonie, mais sans prière. Dans le hall, la fille d'Henri, Anaïs de Brémond, attendait. 24 ans environ, élégance naturelle, regard durci par la peur. Elle s'approcha de son père. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Henri posa une main sur son épaule. « Rien qui te concerne. » Anaïs le repoussa doucement. « 2 personnes sont mortes. Ça me concerne. » Maëlys la regarda. Elle n'avait pas l'air complice. Elle avait l'air piégée. Roux fit installer les témoins dans le salon principal, un par un. Il interrogea d'abord Anaïs. « Vous avez vu Victor hier soir ?» Anaïs réfléchit. « Oui, vers 22 heures. Il avait l'air nerveux. Il m'a demandé si je connaissais 17B. J'ai dit non. Je pensais que c'était une référence de bouteille. Et Inès ?» Anaïs baissa les yeux. « Inès m'a dit de ne pas traîner dans les couloirs la nuit. Elle a dit « Il y a des gens qui travaillent quand on dort. » Roux se tourna vers Lucien, le maître de chais. « Vous avez déjà entendu parler de Q7 ?» Lucien resta muet. Sa gorge bougea. Puis il souffla. « C'est un marquage de transit. Ça ne devrait pas être ici. » « Donc, vous le connaissiez ?» conclut Roux. Lucien répondit presque en colère. « Je le connais parce que j'ai vu des caisses passer. Mais je n'ai pas le droit de poser des questions. » Maëlys intervint. « Qui vous interdit ?» Lucien regarda Vérac. Un regard involontaire, un réflexe. Et Maëlys comprit. Lucien avait peur de Vérac. Vérac, lui, sourit comme si ce regard ne signifiait rien. Roux demanda ensuite à voir les caméras du domaine. Vérac indiqua un petit local technique. Tout était propre, trop propre.
Les écrans montraient des images. Mais la nuit précédente avait un trou parfait, entre 22h45 et 01h30. « Une panne ?» demanda Roux. Vérac répondit avec un calme irritant. « Peut-être l'orage. Le château est ancien. Parfois... » Thibault le coupa. « Une panne sur toutes les caméras, au même moment, sur un système qui a une batterie ? Non, ce n'est pas un orage. C'est une coupure. » Roux serra les dents. Quelqu'un a effacé. Dans le couloir, Maëlys recroisa Inès. Mais non, Inès était morte. Elle croisa alors une autre femme, brune, blouse simple, qui portait des dossiers. La comptable adjointe. Inès avait parlé d'elle, mais son nom revenait rarement. Elle s'appelait Chloé Sarrazin, et elle évitait les regards. Maëlys l'arrêta doucement. « Chloé, vous travaillez avec Victor ?» Chloé hésita, puis murmura. « Il me disait de faire des copies des factures. » « Pourquoi ?» Chloé regarda le sol. « Parce qu'il disait que les factures disparaissent quand elles deviennent dangereuses. » Maëlys baissa la voix. « Vous savez où il cachait ses copies ?» Chloé secoua la tête. « Non, mais je sais qu'il avait peur de Martel. »« Martel ?» répéta Maëlys. Chloé releva la tête, surprise d'avoir lâché ce nom. « Le responsable sécurité, celui que Vérac a fait venir, il n'est pas du château. Il vient quand il y a des transferts. » Roux, qui avait entendu au passage, demanda immédiatement. « Où est Martel ?» Vérac répondit sans hésiter. « Il est parti ce matin, avant votre arrivée. » Il avait un rendez-vous au port. Roux se figea. « Au port ?» « Bien sûr. » Thibault brancha la clé USB sur un ordinateur sécurisé, dans une salle isolée du château. Pas de réseau, pas de connexion. Il copia d'abord. Toujours une copie. Puis il ouvrit le contenu. Des dossiers, des scans de bordereaux, des noms de sociétés, et un fichier audio. Un seul. Nom. Si je meurs. .wav. Thibault lança la lecture. La voix de Victor, basse, pressée, remplit la pièce. « Si vous entendez ça, c'est qu'ils m'ont eu. Ne croyez pas aux accidents. Ne croyez pas aux sourires. Brémond n'est qu'un passage. Q7, c'est le marquage des caisses d'art. 17B, c'est l'air de conteneur au port. Ils utilisent le vin comme couverture. Et ils ont un homme qui efface tout. Martel. Si vous voulez les prendre, allez au hangar 17. Et surtout, ne faites confiance à personne au château. Pas même. » Le son craqua. Une coupure, comme si la fin avait été supprimée. Roux frappa la table du plat de la main. Il allait citer quelqu'un. Maëlys sentit la frustration. Le nom manquait. Le nom qui aurait tout simplifié. Thibault zooma sur la forme d'onde audio. La coupure n'est pas accidentelle. Quelqu'un a modifié le fichier après coup. Roux se tourna vers Vérac, Henri, Anaïs. Son regard disait « Je ne vous crois plus. »« On va au port, dit-il, maintenant. » Henri reprit son ton d'homme d'affaires. « Vous n'avez pas de mandat pour fouiller mes affaires au port. » Roux répondit « J'ai un meurtre et un trafic présumé. Ça me suffit. » Dans le hall, Anaïs intercepta Maëlys. « Vous pensez que mon père est impliqué ?» demanda-t-elle, voix tremblante. Maëlys hésita, puis répondit honnêtement. « Je pense que votre père sait plus qu'il ne dit, et que quelqu'un ici vous a tous enfermés dans une histoire plus grande. » Anaïs baissa la voix. « Si vous découvrez la vérité, ne me mettez pas dans le même sac. » Maëlys hocha la tête. « Alors aidez-nous. Dites-moi ce que vous avez vu cette nuit. » Tout. Anaïs ferma les yeux. « J'ai entendu une voiture qui sortait tard. Et j'ai entendu la porte de la chapelle, comme si quelqu'un y entrait. » Maëlys se souvint de la poussière dorée sur le vitrail. « La chapelle, » murmura-t-elle. Roux, déjà dans la cour, appela. « Maëlys !» Elle rejoignit la voiture.
En partant, elle vit Vérac au seuil du château. Il les regardait partir avec un calme presque doux, comme si leur départ faisait partie du plan. Sur la route vers Bordeaux, le ciel s'éclaircissait. Mais Maëlys n'avait pas l'impression que la lumière arrivait. Elle avait l'impression que la lumière révélait seulement l'ampleur de ce qu'il venait d'ouvrir. Le port, hangar 17, R17B, et quelque part, un homme qui sourit trop. Les bassins à flot dormaient à moitié, mais l'activité ne s'y éteint jamais complètement. Entre les grues figées, les entrepôts, les barrières et les routes de service, il y avait toujours un moteur qui tourne, une porte qui claque, une silhouette qui traverse sans regarder autour. Bordeaux, ici, ne vend plus du vin. Bordeaux expédie, et ce qui part ne revient pas. Roux coupa les phares à bonne distance. La pluie avait cessé, mais l'air restait humide, chargé d'odeurs de métal, d'algues et de gasoil. Maëlys scruta le décor, comme on scrute une scène, avant qu'elle ne s'effondre. Les angles, les ombres, les caméras, les passages. « Hangar 17 », dit Roux. Là-bas, un bâtiment large, bas, sans charme. Une boîte grise, une porte principale, trop visible, et une porte latérale, plus discrète. Le genre d'endroit où l'on ne se cache pas, parce que personne ne regarde. Thibault consulta une carte sur sa tablette. 17B, c'est l'air conteneur derrière la grille nord. Et hangar 17, c'est un relais, un endroit où on prépare avant de transférer. Si Victor disait vrai, ils font passer l'art par ici, puis le glissent dans un flux normal. Roux acquiesça, mâchoire serrée. Alors on arrive au milieu, comme d'habitude. Maëlys pointa un mur de tôle. Un tag, en apparence banal. Un cercle incomplet, traversé d'une ligne. Le même symbole. « Il marque les lieux », murmura-t-elle, comme une signature. Roux se crispa. Le même symbole que sur le coffre. Ils avancèrent sans sirène. 2 gendarmes contournèrent au par la droite. Roux, Maëlys et Thibault passèrent par la porte latérale. La serrure portait une rayure récente, comme si une clé avait été forcée puis replacée. Un détail propre, presque élégant. À l'intérieur, l'odeur du vin était partout, même ici. Pas le vin noble, le vin de dégustation. Un vin industriel, sucré, imprégné dans le bois des palettes. Le hangar était rempli de caisses, de bâches, de chariots élévateurs immobiles. Un univers de transit. Un homme sorti de l'ombre, gilet fluorescent, barbe courte, regard dur. Il leva les mains, surpris, mais pas terrifié. « Hé, qu'est-ce que vous faites là ?» demanda-t-il. Roux montra son brassard. « Police judiciaire. Responsable du site ?» L'homme hésita. « Romain, je garde. J'ouvre, je ferme. C'est tout. Cette nuit, une caisse marquée Q7 est passée ici, » dit Maëlys. « Vous l'avez vue ?» Romain eut un micro-sourire. « Ici, madame. Des caisses passent tout le temps. Les codes, je les lis pas. On m'a appris à pas lire. » Roux s'approcha, plus proche, plus sec. « Qui t'a appris ça ?» Romain haussa les épaules. « Ceux qui paient. » Thibault s'éloigna, observant le sol. Dans un coin, la poussière était balayée, comme si quelque chose de lourd avait été déplacé récemment. Il pointa du doigt des traces de roues, fraîches. On a bougé une charge lourde. Ici, cette nuit. Maëlys s'accroupit. Dans la poussière, elle vit un éclat doré, infime. « Feuille d'or », confirma-t-elle. « Même signature. » Roux fixa Romain. « Qui est venu cette nuit ?» Nom, visage, description. Romain détourna légèrement les yeux. Il pesait le danger. Un monsieur... costume. Calme. Il avait une carte. Il a dit qu'il venait pour le domaine. « Le domaine Brémond ?» demanda Roux. Romain hocha la tête, à peine. Il a payé en liquide. Et il a dit « Tu oublies.
Maëlys sentit la colère monter, mais elle la retint. Elle savait que Romain n'était pas le cerveau. Il était une porte. Derrière une bâche, Thibaut découvrit une caisse vide, large et plate, bien trop grande pour du vin. Sur le bois, une poussière dorée. Et dans un angle, un autocollant arraché, laissant des lettres incomplètes. Q7, 17B. Ils ont transféré d'ici vers l'air 17B, murmura Thibaut. Roux serra les dents. Un bruit de pas retentit au fond du hangar. Un autre homme venait d'entrer par une porte arrière. Capuche, silhouette nerveuse. Il se figea en voyant la police, puis fit demi-tour. « Stop !» cria Roux. Les gendarmes le rattrapèrent. Dehors. Il se débattit, puis s'effondra presque en voyant Maëlys. « Je veux pas aller en prison, » balbutia-t-il. « J'ai juste conduit. »« Pour qui ?» demanda Maëlys. Il hésita, puis lâcha un nom comme on lâche une pierre. « Martel. » Roux sentit son ventre se nouer. Le responsable sécurité du château. L'homme hocha la tête, terrorisé. Il m'a appelé à 1 heure passée. Il a dit que c'était un service. Il a dit « Si tu veux continuer à travailler au port, tu fais ça. » Il m'a donné la plaque d'un utilitaire et l'endroit où livrer. Roux échangea un regard avec Thibaut. Martel est donc au port. Maintenant. Et il efface. Ils sortirent du hangar. Le vent du fleuve portait une brume légère. Les conteneurs formaient des murs colorés, un labyrinthe de codes et de numéros. Ils suivirent les indications de Thibaut jusqu'à la grille nord. Là, une barrière se souleva d'elle-même après un bip. « Qui a ouvert ?» demanda Roux, sec. Le gendarme au poste, gêné, répondit « Autorisation automatique. Un badge enregistré. » Je n'ai pas actionné. Maëlys sentit une tension dans ses épaules. Quelqu'un nous guide ou nous piège. Ils avancèrent dans l'air 17B. Des piles de conteneurs, des allées étroites, des zones d'ombre. Au bout d'une allée, un utilitaire blanc tournait au ralenti. Quand les phares de la voiture banalisaient l'éclairèrent, l'utilitaire démarra brusquement. « Poursuite !» cria Roux. Ils coururent. Le bruit de leurs pas résonnait contre le métal, multiplié par 10. L'utilitaire prit un virage serré, disparut derrière une pile de conteneurs. Maëlys sentit son souffle se couper, mais elle continua. Un virage, un autre, et soudain, un choc. Quelqu'un surgit d'un côté, une épaule dans sa poitrine. Maëlys tomba lourdement sur le sol. Son genou heurta l'asphalte. La douleur la traversa comme un éclair. Une main se posa sur son bras. Une voix, calme, proche. « Vous êtes rapide. » Maëlys leva les yeux et vit un visage qu'elle avait déjà croisé au château. Costume, cheveux impeccables, regard clair. Armand Vérac. Roux arriva, arme en main. « Mains en l'air !» hurla-t-il. Vérac leva les mains lentement, comme dans une scène répétée. « Commandant Roux, » dit-il posément, « vous faites une erreur. »« Vous étiez au château, » répliqua Roux, « et maintenant, vous êtes ici. Expliquez. » Vérac sourit à peine. « Je suis conseiller. Je règle des problèmes. Le port est un endroit où les problèmes transitent. » Maëlys se releva, la douleur dans le genou, mais l'esprit vif. « Victor a voulu parler, dit-elle. Vous l'avez fait taire. » Vérac pencha la tête. Victor a cru qu'un document le rendrait puissant. Il n'a pas compris que ce document n'est puissant que tant qu'il reste caché. Roux s'avança et le menotta. Vérac ne résista pas. « Où est Martel ?» demanda Roux. Vérac répondit avec une douceur presque insultante. « Martel travaille, comme toujours. »« Où ?» répéta Roux. Vérac regarda Maëlys. « Vous êtes impatiente, c'est dangereux. » À cet instant, le téléphone de Roux vibra. Il décrocha. Son visage se figea. « Quoi ?» répéta-t-il. « Dis-moi que tu plaisantes. » Il raccrocha lentement. « Anaïs a disparu, dit-il. On l'a vu sortir du château. Puis,
Plus rien. Maëlys sentit le froid remonter dans sa nuque. Ils l'ont prise. Vérac, menotté, souffla, presque aimable. C'est le prix des héritages. On croit posséder un domaine. En vérité, le domaine possède ceux qui y vivent. Un gendarme arriva en courant, tenant un téléphone trouvé près d'un conteneur. « Commandant, on a un message vocal. Envoyé à Maëlys. » Maëlys prit l'appareil. Appuya. Une voix modifiée, basse, calme, remplit le silence métallique des conteneurs. « Tu cherches la vérité. Viens là où le vin devient un masque. Suis les rails, puis l'eau, et ne fais pas de héros. » La lecture s'arrêta. Le port, autour, continua de respirer. Des machines au loin, un moteur, un cliquetis. Maëlys regarda l'allée sombre entre les conteneurs, comme un couloir vers une autre scène. Roux serra la mâchoire. Suis les rails, puis l'eau. Ici, des rails, il y en a partout. Et l'eau, c'est la Garonne. Thibault consulta sa carte. À Bacalan, il y a une vieille ligne de fret qui longe des entrepôts désaffectés. Elle mène vers des quais secondaires. Maëlys fixa le fleuve invisible derrière les structures. Il nous appelle. Il nous déplace. Il nous épuise. Roux jeta un regard à Vérac, qu'on installait dans le véhicule sous garde. Je veux l'interroger. Maëlys secoua la tête. Ils veulent qu'on perde du temps. Anaïs est une monnaie d'échange. Si on attend, elle disparaît. Roux hésita. Une seconde, puis il prit la décision. On y va, ensemble, et ils quittèrent l'air 17B, laissant derrière eux le métal, les conteneurs et le symbole peint sur la tôle. Le cercle incomplet, traversé d'une ligne. Comme une promesse, comme une menace, la route vers Bacalan semblait plus longue qu'elle ne l'était vraiment, comme si la ville elle-même ralentissait pour les retenir. Les rues humides renvoyaient les lumières oranges des lampadaires, et chaque façade, chaque vitrine fermée, chaque croisement vide donnait à Maëlys l'impression d'avancer dans un décor monté exprès pour un piège. Roux conduisait sans parler. Une main sur le volant, l'autre posée près de sa radio. Thibault, à l'arrière, avait la tablette sur les genoux, cartes ouvertes, plans du port, des rails, des quais secondaires. Maëlys, elle, fixait la ligne noire des arbres et des hangars qui s'accumulaient dans les vitres comme des silhouettes. « Suis les rails, puis l'eau », murmura Thibault. Ici, la ligne de fret passe derrière l'ancienne zone de stockage, puis rejoint un quai secondaire, près d'un vieux bassin. Si quelqu'un veut être discret, c'est là. Roux serra les mâchoires. Discret, mais pas invisible. Ils abandonnèrent la voiture banalisée à distance et continuèrent à pied. Le vent était plus froid ici, plus tranchant, chargé de l'odeur de fer rouillé et de vase. Les rails apparaissaient entre deux haies, comme une cicatrice qui coupe le sol. Ils suivirent la voie, pas à pas, sans lumière directe, pour ne pas se signaler. Au bout de quelques minutes, la ville s'effaça presque complètement. Plus de voitures, plus de bruit de vie. Seulement le claquement d'un panneau métallique au loin, le souffle du vent dans les herbes hautes et l'eau invisible qui se devinait par son odeur. Ils arrivèrent devant un entrepôt abandonné. Tôle ondulée, graffitis, portes coulissantes déformées. Mais à côté de l'entrée, une caméra neuve était fixée sous un auvent, et au sol, des traces de pneus récentes. Abandonné, mon œil, souffla Roux. Maëlys remarqua le symbole sur la porte. Un cercle incomplet, traversé d'une ligne, peint en noir, presque élégant. Une signature qui devenait une invitation. Thibault pointa du doigt la caméra. Il nous voit arriver. Roux leva la main. Stop. Il fit signe à 2 gendarmes en renfort, arrivés quelques minutes avant
et positionnés à distance, de contourner. Ils s'éloignèrent dans l'ombre. Roux murmura « On entre !» Pas de geste brusque. On cherche Anaïs, on neutralise. Et si ça tourne mal, on sort. Maëlys inspira lentement. La respiration. Toujours. Comme dans les histoires pour dormir. Sauf que là, personne ne dormait. Roux poussa la porte. Elle grinça. Un son long, volontairement bruyant, comme si l'entrepôt annonçait leur arrivée. À l'intérieur, l'air était humide. Des gouttes tombaient du plafond par endroits. Le sol était couvert de poussière, mais des traces de pas récentes formaient des lignes nettes, comme des chemins. Une lumière faible venait d'un générateur, au fond, derrière des palettes. Et là, au centre, sur une chaise, attachée, Anaïs de Brémond. Elle avait la bouche libre, mais du ruban sur les poignets. Ses cheveux étaient en désordre. Ses yeux, eux, étaient ouverts, lucides, et quand elle vit Roux, une rage silencieuse lui traversa le visage. « Anaïs !» lança Roux, avançant. Une voix s'éleva dans l'obscurité. Doucement. Elle venait d'un coin à gauche, près d'une pile de caisses recouverte de bâches. Un homme sortit à moitié de l'ombre, grand, épaules carrées, visage marqué, pas élégant, pas comme Vérac, plus brut, Martel. Il avait un manteau sombre, des gants et un calme de professionnel. « Je vous attendais, dit-il, comme prévu. » Roux pointa son arme. « Lâchez-la, maintenant. » Martel leva un sourcil. « Vous êtes venu avec une consultante, commandant. Vous prenez vraiment les affaires au sérieux. » Maëlys sentit sa gorge se serrer. Martel l'avait reconnue. Il la suivait depuis le quai. Martel fit un pas sur le côté. Derrière lui, une caisse était ouverte. À l'intérieur, de la mousse noire et une forme couverte d'un tissu, un cadre. « Vous aimez l'art ?» demanda Martel doucement. « Moi, j'aime surtout ce qu'on peut en faire. » Thibault chuchota à Maëlys. « On est au milieu du transfert. » Martel continua, comme s'il donnait un cours. « Vous voyez, le vin voyage sans qu'on le questionne. Les ports sont des fleuves d'objets. Un conteneur de plus, un conteneur de moins, personne ne le remarque. Et quand quelqu'un remarque, on le corrige. » Roux avança d'un pas. « Comme Victor ? Comme Inès ?» Le regard de Martel ne changea pas. Victor voulait être un héros. Inès voulait parler. Les héros et les bavards finissent toujours pareil. Anaïs bougea sur sa chaise, tenta de se libérer. Martel posa une main sur son épaule, sans violence, mais avec une domination totale. Elle, en revanche, est utile. C'est une clé, un nom, un héritage. Et surtout, une assurance. Roux serra la mâchoire. Assurance contre quoi ? Martel sourit, une ligne mince. Contre vous. Il sortit un téléphone et l'agita légèrement. Si vous faites un geste, une vidéo part. Une vidéo de vous, commandant, en train de tirer sur un homme désarmé, monté, coupé, propre. Vous savez comme c'est facile. Et vous, Maëlys, on a aussi des images. La nuit du quai, le corps de Victor, vos mains sur l'enveloppe. Ça peut devenir suspect. Maëlys sentit une chaleur froide dans la poitrine. La manipulation, la mise en scène. Il ne tuait pas seulement, il fabriquait des histoires. Roux, pourtant, ne baissa pas son arme. « Vous croyez vraiment que je vais reculer ?» Martel inclina la tête. « Je crois que vous êtes fatigué et que vous savez qu'ils vous lâcheront. Vos supérieurs n'aiment pas les vagues. Les vagues coûtent cher. » Un autre bruit retentit, un pas derrière eux. Maëlys se retourna brusquement et vit Armand Vérac. Il n'était pas menotté. Il était là, libre, impeccable, comme s'il sortait d'une réunion. Son regard passa sur Roux, sur Maëlys, puis se posa sur Anaïs. « Voilà, dit Vérac calmement. Nous y sommes.
Roux blêmit. « Comment » Vérac répondit sans émotion. « Vous pensiez que le port vous appartenait, commandant ? Non, le port appartient à ceux qui savent parler au bon moment. » Roux cria à la radio, mais un grésillement lui répondit. Aucun réseau. Brouillage. Thibault murmura. Ils ont neutralisé la communication. Vérac s'approcha de Martel. Tout est prêt ? Martel hocha la tête. Le conteneur part dans 30 minutes, avec ou sans bruit. Maëlys fixa Vérac. Pourquoi ? Demanda-t-elle. Pourquoi faire ça ? De l'art, du vin, des morts. Vérac eut ce petit sourire poli. Parce que l'art vaut plus que vos vies, Maëlys. Parce que les tableaux traversent les siècles. Et que vous êtes des incidents. Anaïs lança d'une voix sèche. Papa sait, n'est-ce pas ? Le silence tomba. Henri de Brémond apparut alors, à l'entrée de l'entrepôt, comme si sa présence était la dernière pièce du puzzle. Il n'avait pas l'air surpris. Il avait l'air las. Maëlys sentit son cœur se serrer. Le château, le port, tout menait à lui. Henri regarda sa fille. Un long regard. « Anaïs, dit-il d'une voix faible, je voulais te protéger. » Anaïs rit, un rire bref, sans joie. « Me protéger ? En me vendant ?» Henri baissa les yeux. Roux, la colère dans la voix. « Vous êtes impliqué. » Henri ne nia pas. « Ce domaine, ce nom, c'est une cage. On croit qu'on hérite d'une fortune, mais on hérite d'une dette. Des gens sont venus il y a des années. Ils ont dit « Tu laisses que passer, ou tu perds tout. » J'ai choisi le passage. Maëlys murmura « Et Victor a découvert. » Henri hocha la tête. Victor a découvert. Et il a voulu sauver, je ne sais quoi, sa conscience, son âme. Il ne savait pas à qui il s'attaquait. Anaïs ferma les yeux, comme si elle retenait des larmes. « Tu as laissé mourir des gens. » Henri répondit presque inaudible. « J'ai laissé mourir des gens pour que toi, tu vives. » Maëlys sentit une colère froide, ce raisonnement, cette excuse. C'était l'excuse classique, sacrifier quelques-uns pour sauver son monde. Vérac posa une main sur l'épaule d'Henri. « Vous voyez, commandant, dit-il doucement, ce n'est pas un réseau de criminels sans visage, c'est une famille, un héritage, une logique. » Martel s'approcha de Roux, lentement. « Maintenant, posez votre arme. » Roux resta immobile. Sa respiration était plus lente, mais ses yeux étaient des brûlants. Maëlys, soudain, se rappela la phrase de Victor. « Celui qui sourit le plus ment le mieux. » Vérac souriait toujours. Elle regarda autour. Le générateur, les bâches, les caisses, les rails dehors. Et l'eau, pas loin, invisible, mais présente. Puis elle vit quelque chose que personne d'autre ne regardait. Une petite flaque, près d'une caisse ouverte, qui ne ressemblait pas à de l'eau. Trop sombre, trop épaisse. De l'huile. Un bidon renversé. Et à côté, un câble d'alimentation du générateur, posé sur le sol, avec une gaine abîmée. Une idée éclata dans son esprit. Pas héroïque, pas propre. Juste une sortie. Maëlys inspira. Un pas, puis un autre, comme si elle se déplaçait pour mieux voir Anaïs. Martel la surveillait à peine, sûr de lui. Et Maëlys, d'un mouvement brusque, attrapa le câble et le tira vers la flaque d'huile, en le frottant violemment contre le métal de la caisse. Une étincelle jaillit. La flaque s'enflamma d'un coup, comme une langue orange qui dévora l'huile. Tout bascula. Martel jura et recula. Vérac se retourna, surpris pour la première fois. Henri fit un pas en arrière. La fumée monta. La lumière du générateur trembla. Roux saisit l'instant. Il se jeta sur Martel. Ils roulèrent au sol. L'arme de Roux glissa. Martel tenta de sortir une lame. Roux l'empêcha. Thibault courut vers Anaïs, déchira le ruban, la libéra. « Courez !» cria Maëlys,
la gorge brûlée par la fumée. Mais le feu se propageait vite. Les bâches prenaient. Le hangar était un piège en sens inverse. Ils avaient nous voulu enfermer, et maintenant ils brûlaient avec. Vérac, pourtant, ne paniquait pas. Il sortit un téléphone, appuya sur un bouton. Une alarme se mit à hurler au loin. Des pas approchaient. « Ils arrivent, dit Vérac, calme, et vous n'aurez pas le temps. » Maëlys toussa. Elle vit Roux et Martel se battre encore, proches des flammes. Elle vit Anaïs, libre, tremblante. Elle vit Thibaut, qui cherchait l'arme glissée au sol. Et elle vit Henri de Brémond regarder le feu, comme s'il regardait son destin. Maëlys cria « Henri, où est le conteneur? Celui avec les œuvres, où est-il » Henri leva les yeux vers elle. Il avait l'air vieux. « 17B, conteneur 41, murmura-t-il, déjà scellé. » Maëlys se tourna vers Roux. « On ne peut pas le laisser partir. » Roux, le visage tendu, frappa Martel au menton. Martel vacilla. Roux le plaqua au sol, le menotta d'un geste rapide, brutal. Mais au même instant, des silhouettes apparurent à l'entrée du hangar. Des hommes, 2, 3, 4, armes à la main. Pas des policiers, des privés. Vérac recula vers eux. « Sortez !» ordonna Roux. « Police !» Les hommes ne répondirent pas. Ils avancèrent. Thibaut hurla. « Commandant !» Derrière. Un coup de feu retentit, sec, métallique. La balle frappa une caisse, éclat de bois. Maëlys attrapa Anaïs par le bras. « Par là !» cria-t-elle, montrant une porte latérale. Ils coururent. La fumée brûlait les poumons. Le feu crépitait comme un rire. Ils sortirent dans la nuit froide, haletant. Dehors, l'air était un choc. La liberté avait l'odeur du vent. Mais derrière eux, l'entrepôt hurlait. Et les hommes de Vérac sortaient aussi, dispersés. Roux sortit en dernier, traînant Martel menotté. Thibaut le suivit, tenant l'arme récupérée. « On doit aller au port, » dit Maëlys essoufflé. « Le conteneur part. » Roux hocha la tête, le regard dur. « On n'a pas assez d'hommes, pas assez de temps. » Anaïs, tremblante, murmura. « Mon père, il... » Maëlys la coupa doucement. « Plus tard. Maintenant, on empêche ce départ. » Ils coururent vers les rails. Là, au loin, un grondement. Un train de fret, lent, lourd, se mettait en mouvement. Des wagons. Et parmi eux, des conteneurs. Thibaut consulta sa tablette, yeux écarquillés. Train sortant, destination portuaire. Ça doit être lui. Roux jura. Ils vont le faire passer par le réseau avant même le bateau. Maëlys sentit le désespoir monter. Comment arrêter un train? Comment arrêter un système? Et puis, elle se rappela l'autre partie de la phrase. « Suis les rails, puis l'eau. » Ils avaient suivi les rails. Maintenant, l'eau. « Le train va vers les quais, » dit-elle. « Si on ne l'arrête pas ici, on l'arrête là-bas. À l'eau. » Roux comprit. Bacalan, quai secondaire. On coupe la route, on bloque. Ils repartirent vers la voiture banalisée, en courant, pendant que derrière eux, l'entrepôt brûlait comme une preuve que la nuit ne pouvait plus être effacée. Au port, l'air vibrait. Le train avançait vers une zone de chargement. Les conteneurs glissaient lentement, inexorables. Thibaut repéra la zone 17B sur la carte. Là, la rampe. Ils vont transférer sur une barge. Roux ordonna aux gendarmes de se positionner, de bloquer l'accès. Mais il n'était pas assez. Et surtout, ils n'avaient pas la bonne autorisation. Les barrières étaient contrôlées. Les badges, les procédures, et Vérac. Vérac était déjà là. Il apparut au bord du quai, impeccable malgré la fumée, comme si le feu ne l'avait jamais touché. 2 hommes derrière lui. Un sourire. « Vous êtes tenace, dit-il. Je vous félicite. » Roux pointa son arme. « Stoppez le transfert. » Vérac haussa les épaules. « Même si vous me tuez, commandant, le conteneur partira. Parce que ce n'est pas une personne,
C'est un flux. Maëlys regarda le conteneur. 41. Elle le vit. Elle le sentit partir. Anaïs, soudain, parla. Le conteneur 41, c'est celui où ils ont mis le jardin d'or, n'est-ce pas? Vérac tourna la tête, surpris. Comment sais-tu? Anaïs le fixa. Parce que j'ai vu les documents. Victor me les a montrés. Il voulait que je comprenne. Il voulait que je choisisse un camp. Maëlys sentit une vague de respect pour Victor. Même mort, il avait semé. Anaïs continua, d'une voix plus forte, plus stable. Et il y a un point que vous ignorez. Vérac plissa les yeux. Lequel? Anaïs leva la main, montrant un petit objet. Une clé. Une vraie clé, ancienne, différente de celle du château. Victor m'a donné ça hier. Il m'a dit « Si un jour tu veux arrêter ton père, tu sauras. » Vérac fit un pas. « Donne-moi ça. » Anaïs recula. « Non. » Et elle lança la clé à Maëlys. Maëlys l'attrapa. Elle la regarda. Un petit marquage. 41, verrou interne. Thibault comprit immédiatement. Le conteneur a un verrou secondaire. Si on l'ouvre, on peut prouver le contenu, bloquer légalement, déclencher un scandale, un contrôle douanier immédiat. Roux hurla à la radio, mais le grésillement revint. Brouillage encore. Vérac sourit. Vous n'aurez jamais le temps d'ouvrir, et même si vous ouvrez, vous mourrez. Les hommes derrière lui levèrent leurs armes. Roux fixa Maëlys. Tu es sûr? Maëlys inspira. Le vent, l'eau, le bruit du port. Elle pensa à Victor au quai, à Inès au sol, à l'histoire qu'il voulait effacer. Oui, dit-elle. Ils coururent vers le conteneur, pendant que les hommes de Vérac criaient. Un coup de feu. Une balle siffla près de Maëlys. Elle se jeta contre le métal, inséra la clé dans un petit logement dissimulé sous une plaque. Le verrou résista. Thibault l'aida, main tremblante. « Tourne, tourne !» Maëlys tourna. Un déclic, puis un second. Le verrou céda. La porte du conteneur s'entr'ouvrit. Et l'air qui en sortit n'avait pas l'odeur du vin. Il avait l'odeur du bois ancien, du vernis, de la poussière fine. À l'intérieur, sous des bâches, des cadres, des sculptures. Et, au milieu, un tableau protégé par une caisse transparente, où l'on voyait une peinture, un jardin aux reflets dorés, signé d'un maître disparu. « Mon Dieu !» murmura Thibault. Roux se retourna vers Vérac. Voilà la preuve. Vérac ne souriait plus, mais il n'avait pas l'air vaincu. Il eut même un petit rire. « Vous croyez vraiment que la preuve suffit? Vous croyez que les gens veulent savoir? Les gens veulent dormir, commandant. Ils veulent des histoires. » Maëlys sentit une haine froide. Puis elle vit, derrière Vérac, quelque chose d'encore plus terrible. Henri de Brémond, arrivé silencieusement, regardant le conteneur ouvert, comme on regarde une porte qu'on ne pourra plus refermer. Henri murmura « Tout est fini ». Anaïs le fixa, les yeux humides. « Oui, mais c'est toi qui as choisi. » Henri s'approcha, et contre toute attente, il leva sa main vers Vérac. « C'est assez, Armand. » Vérac le regarda, incrédule. « Henri, tu ne peux pas. » Henri répondit d'une voix cassée. « J'ai déjà trop fait. » Et il poussa Vérac. Un geste simple, brutal. Vérac perdit l'équilibre et tomba dans l'eau du quai. Le choc fut lourd. Un plouf sombre, des remous. Les hommes de Vérac se figèrent une seconde. La scène les déroutait. Leur chef venait de disparaître dans l'eau noire. Roux profita de cette seconde. Il se jeta sur l'un des hommes, Thibault sur l'autre. Les gendarmes arrivèrent enfin, attirés par le bruit, par le feu, par l'urgence. En quelques instants, les armes tombèrent. Les hommes furent plaqués au sol. Anaïs courut vers le bord du quai, regarda l'eau. « Il sait nager ?» demanda-t-elle, presque malgré elle. Henri répondit « Vide. Oui, mais ce n'est pas ça la question. » Maëlys regarda l'eau.
les remous, et soudain, plus rien, comme si l'eau avait avalé le sourire. Roux reprit son souffle. Il regarda le conteneur ouvert, le tableau, l'épreuve, le scandale prêt à exploser. « On a assez pour tout faire tomber, dit-il. » Thibault hocha la tête. « Et assez pour réveiller des gens qui ne veulent pas être réveillés. » Maëlys sentit, pour la première fois depuis le début, une forme de calme, pas de soulagement, un calme lucide. Anaïs s'approcha d'elle. « Victor, il voulait que je choisisse, » murmura-t-elle. « J'ai choisi. » Maëlys hocha la tête. « Et tu viens de sauver des vies ?» Au loin, les sirènes approchaient enfin, plus nombreuses. Cette fois, ce n'était plus une patrouille isolée. C'était un mouvement, un réveil. Roux posa une main sur l'épaule de Maëlys. « Tu as déclenché un incendie pour sauver une fille et ouvrir un conteneur. » Maëlys sourit faiblement, épuisée. « Je n'avais pas prévu d'être héroïque. » Roux la regarda. « Personne ne le prévoit. C'est ça, le problème. » Le port s'emplissait de lumière bleue. Des équipes arrivaient. Douane, police, renforts. Le conteneur 41 était déjà encerclé. Les cadres sortaient. L'épreuve prenait forme. Henri de Brémond fut menotté sans résistance. Martel fut emmené, hurlant qu'il n'était qu'un exécutant. Anaïs resta droite, près de Maëlys, regardant l'eau noire où Veyrac avait disparu. Et alors que tout semblait finir, Maëlys sentit son téléphone vibrer. Un message, sans numéro, une simple phrase. « Les histoires ne meurent pas dans l'eau, elles changent de forme. » Maëlys releva la tête, chercha des yeux. Personne. Juste le port, les conteneurs, les ombres et l'eau. Roux demanda « Qu'est-ce qu'il y a ?» Maëlys verrouilla l'écran. « Rien, » dit-elle doucement. « Juste un rappel. » Le vent souffla plus fort. La Garonne continua de couler, indifférente, et Bordeaux, cette nuit-là, ne dormit pas. Mais quelque part, dans une autre ville, une autre cave, un autre quai, quelqu'un peignait déjà un cercle incomplet, traversé d'une ligne. Et l'histoire attendait son prochain chapitre. Et voilà, notre histoire se termine ici, dans le silence et dans l'ombre. Si cette enquête vous a plu, et si vous aimez ces récits calmes, sombres et immersifs, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Vous pouvez aussi laisser un like, ça aide énormément la chaîne à se faire connaître, même quand on reste dans la discrétion. Et surtout, dites-moi en commentaire l'heure à laquelle vous écoutez, et si vous étiez plutôt team mystère ou team enquête pour la prochaine histoire. Maintenant, prenez une dernière respiration lente, relâchez les épaules, laissez les pensées s'éloigner et laissez le sommeil venir doucement. Bonne nuit et à très bientôt.